Bonjour Patrick. Salut. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler du CEDAC, dont tu es président, et plus particulièrement le statut de l'association européenne. Mhm. Donc comme première question, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu qu'est-ce que le CEDAC en fait finalement. En quelques mots, quelles sont ses missions, Mhm. en quoi ça consiste en fait. Donc, le CEDAC, c'est une association qui a été mise sur pied dans les années 86-87, à l'époque où il y avait vraiment un élan créateur au niveau de l'Union européenne, c'était encore la Commission de l'Or à l'époque. Il y avait vraiment une volonté d'une série d'organisations de la société civile d'être plus présents au niveau européen dans le débat européen, notamment sur les questions de citoyenneté. Donc le CEDAC est né de ce souhait et a regroupé d'abord 6 ou 7 associations de 6 ou 7 pays différents et puis a grandi jusqu'à un moment représenter plus de 18 pays européens avec des organisations de la société civile assez diverses parce que les secteurs de la société civile sont très divers et notamment en Belgique et en France. Et son combat prioritaire a été l'adoption par l'Union européenne d'un statut européen pour l'association et pour l'association européenne. Donc c'est un statut optionnel, ce n'est pas un statut qui devrait remplacer les statuts nationaux. D'accord. Donc justement, tu arrives à la seconde question. Donc qu'est-ce que c'est finalement donc, le statut de l'association européenne? En quoi ça consiste? Alors le statut de l'association européenne, je dirais qu'il n'y a pas de modèle unique. C'est quelque chose qui est ouvert, qu'on peut définir selon plusieurs sensibilités, plusieurs traditions nationales. L'essentiel, à mon avis, c'est de rappeler que l'association est vraiment le premier lieu d'apprentissage de la citoyenneté. Ce n'est pas uniquement le citoyen individuel qui se rend aux urnes une fois tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Ce sont des citoyens qui se mettent ensemble pour prendre des décisions collectives sur des sujets qui les concernent. Et ces sujets peuvent aller depuis le très local jusqu'au très global. Mais l'association est justement cet espace dans lequel on apprend à prendre des décisions collectivement selon des principes qui sont notamment le principe démocratique, un homme, une voix, le principe désintéressé, c'est-à-dire qu'on ne participe pas à une association pour son intérêt personnel, mais pour l'adhésion à un projet collectif. Et donc il y a une série de caractéristiques qu'on souhaite voir mieux exprimées au niveau européen, parce que le paradoxe, c'est que l'Union européenne, qui est quand même extrêmement présente dans une série de domaines, n'a pas de définition commune de ce que c'est une association. Or, les associations sont des acteurs essentiels dans tous les États européens, à tous les niveaux. Et un autre volet, donc ça c'est l'autre dimension que le CEDAC essaye de promouvoir, c'est que les associations sont aussi des prestataires de services. Donc ça c'est une autre dimension de l'association qui est également liée à la citoyenneté, mais qui peut déboucher sur d'autres choses comme la culture, les services sociaux, la santé, etc. Donc le projet vraiment important du CEDAC, c'est que l'Union européenne puisse dire, voilà, nous sommes conscients que les associations jouent un rôle important, et voilà ce que nous estimons être les caractéristiques essentielles d'une association, ce qui pour le moment n'existe pas en Europe. D'accord. Donc le statut de l'association européenne, tu l'as rappelé, existe depuis longtemps, entre guillemets, où il y a une volonté politique, entre guillemets, de l'associatif qui existe depuis longtemps, mais pourquoi qu'on voit qu'il y a eu les coopératives, le statut pour les coopératives européennes en 2003, il y a eu aussi pour les sociétés, mais pourquoi il y a un tel blocage finalement? Donc, Alors ça c'est une histoire un peu compliquée. En fait, on a eu un accord assez rapidement, dès la fin des années 80, sur des statuts européens pour les associations, les fondations, les coopératives et les mutualités. Mais il y a eu à ce moment-là un blocage syndical parce que les syndicats avaient peur qu'en créant des entités européennes, on en arrive à déconstruire ou en tout cas à diminuer les avantages qui étaient reconnus dans les différents États membres pour la participation ou la protection des travailleurs. Et donc les syndicats ont exigé que si on adopte de tels statuts, on ait en parallèle une directive sur la participation des travailleurs. Et cette directive, elle s'est fait attendre très longtemps parce qu'elle n'a été adoptée qu'en 2000, lors du sommet de Nice. Et très rapidement, en 2000, on a vu surgir de nulle part un statut que plus personne n'attendait, qui était le statut de la Société européenne,
avec un but purement commercial. Et dans la foulée, les coopératives ont réussi à mettre un pied dans la porte et à faire passer un statut pour les coopératives. Et ensuite, la commission Barroso est arrivée et a dit que tous les projets qui étaient dans le pipeline étaient considérés comme non existants. Et à partir de là, tous les projets de fondations, associations et mutualités ont été enterrés sans formalité, avec une énorme difficulté pour les faire revenir à la surface. Donc, maintenant, il semblerait qu'on soit de nouveau à une période où ces projets puissent revenir à l'avant-plan, parce qu'on se rend compte que le déficit démocratique en Europe et le fossé qui existe entre la construction européenne et la réalité des citoyens est tel qu'un outil comme l'association pourrait contribuer à remettre de la citoyenneté dans ces décisions-là. Et on a d'ailleurs une base légale pour le faire, qui est l'article 11, qui comporte 4 paragraphes. Le 4e paragraphe a été mis en œuvre assez rapidement, c'est l'initiative citoyenne qui permet à des citoyens dans un certain nombre de pays de signer une pétition qui oblige la Commission à prendre position sur une proposition. Mais les 3 autres rubriques de l'article 11 n'ont jamais été mises en œuvre et l'association européenne est une réponse possible à ce déficit, tant ce déficit de citoyenneté que ce déficit de mise en œuvre de l'article 11. Donc le CEDAG est, je pense, toujours présent pour répondre aux demandes qui pourraient être adressées par des associations pour porter un tel projet au niveau européen. D'accord. Peut-être pour conclure, est-ce que tu aurais finalement des réponses aux différentes critiques, on va dire, utilitaristes du statut de l'association européenne, des critiques qui sont notamment politiques, comme tu l'as expliqué avec Barroso, qui n'a pas jugé, entre guillemets, pertinent de légiférer sur la question, ou des critiques plus économiques, en fait, finalement? Une grande critique qu'on entend au niveau européen, c'est que, au fond, à quoi sert l'association européenne? Si vous voulez mener un projet européen, rien n'empêche que vous adoptiez une forme d'ASBL belge ou d'association de loi française, et les règles du marché intérieur garantissent que vous pouvez exercer votre activité dans tous les pays européens. Cette réponse dénote une certaine méconnaissance de la réalité, parce que d'abord le but du jeu n'est pas du tout d'entrer dans une logique de marché intérieur. Le but du jeu, c'est surtout de s'assurer que quand en Europe on parle d'association, on sache de quoi on parle. Parce que pour le moment, on a une compréhension différente, on a 27 compréhensions différentes de ce que c'est une association. Cela dit, donc c'est un objectif qui est peut-être un peu idéaliste, qui est peut-être plus politique, c'est vrai, mais qui a toute sa pertinence. Un autre objectif qui lui est très pratique, c'est qu'on nous répond, il y a finalement peu d'associations, notamment à Bruxelles, vous êtes peut-être 40, 100, 200 associations qui avaient une vision pan-européenne. Mais la réalité, c'est que si on compte toutes les associations qui se trouvent dans les dizaines de milliers de kilomètres de frontières intérieures à l'Europe, ce sont toutes des associations qui sont souvent confrontées à l'existence de droits différents, donc à des complexités administratives supplémentaires, à des difficultés d'exercer leur activité des deux côtés de la frontière. Donc même l'utilité pratique d'un statut de ce type-là est très importante et a été complètement sous-estimée jusque maintenant dans les analyses d'impact. Donc il y a vraiment un nombre important de raisons qui plaident pour l'adoption d'un tel statut.